Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie dont voici le sommaire. Les pays d'Afrique orientale devraient engranger 1,8 milliard en gains socio-économiques grâce à la ZLECA. C'est ce qu'indique un récent rapport de la CEA. Les pays de la CEMAC cherchent à mobiliser 2800 milliards de francs CFA pour la réalisation de projets intégrateurs. Ils entendent organiser une table ronde à cet effet. La filière café obtient un gros soutien en Angola. L'Union européenne a octroyé 12 millions d'euros pour renforcer cette chaîne de valeur. Selon donc un récent rapport de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, les pays d'Afrique orientale devraient engranger 1,8 milliard de dollars en gains socio-économiques grâce à la mise en œuvre réussie de la zone de libre-échange continentale africaine. Cet instrument devrait aussi permettre à ces pays de relancer le commerce intrarégional. 1,8 milliard en gains socio-économiques et la relance du commerce intra-régional. Voilà ce que les pays d'Afrique orientale devraient engranger avec une mise en place réussie de la zone de libre-échange continentale africaine. Ces données émanent d'un récent rapport de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique qui, évoquant les facteurs de la croissance économique de la ZLECA, indique qu'un meilleur accès aux services commerciaux et financiers sera rendu possible, de même que la promotion du tourisme interrégional à travers la libéralisation intra-africaine du commerce des services. Le rapport de la CEA montre aussi que la région s'enrichira grâce à des exportations plus importantes effectuées par les entreprises locales, notamment dans les secteurs des produits alimentaires transformés, des textiles et de l'industrie légère. Le rapport montre cependant que la région est confrontée à certaines difficultés qui pourraient freiner les bénéfices du pacte commercial panafricain. Il s'agit notamment du niveau de commerce assez bas et de la faiblesse des investissements interrégionaux ainsi que du manque d'intégration qui représente un sérieux obstacle au développement futur de la région. À cela s'ajoute la forte dépendance aux importations de produits manufacturés, laquelle dépendance est la cause de nombreuses occasions manquées de développer des chaînes de valeur régionales plus profondes. Direction maintenant l'Afrique du Sud où les droits de douane frappant la volaille importée ont été revus à la hausse. Ceci dans le but de protéger les producteurs locaux. Désormais donc, ces droits de douane grimpent de 30% en moyenne. Cette augmentation concerne aussi bien la volaille non désossée que la volaille désossée. Ainsi, les prélèvements sont désormais de 62% et 42% respectivement pour la volaille non désossée et la volaille désossée contre 37% et 12% auparavant. Ce niveau reste cependant inférieur au taux de 82% d'imposition préconisé par l'Association sud-africaine de la volaille sur les deux catégories de produits. Il faut dire que cette augmentation de tarifs concerne toutes les origines d'importation, excepté l'offre provenant de l'Union européenne et des pays de la communauté de développement d'Afrique australe, en raison notamment des accords de libre-échange existants. Au mois de juillet 2020, les 6 pays de la CEMAC vont organiser une table ronde des investisseurs et partenaires. Objectif, mobiliser une enveloppe de plus de 2800 milliards de francs CFA, soit 4,3 milliards d'euros, pour la réalisation de 12 projets intégrateurs au sein de cet espace communautaire. En décidant de mobiliser une enveloppe de plus de 2800 milliards de francs CFA, soit 4,3 milliards d'euros, les 6 pays de la CEMAC, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Tchad, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine, entendent booster le développement de leur espace communautaire. Il s'agit précisément pour ces pays de réaliser 2 projets intégrateurs sélectionnés au cours du sommet des chefs d'État de la CEMAC organisé en novembre 2019 dans la capitale camerounaise. Ces projets ont trait à la construction de corridors régionaux, l'augmentation de la production énergétique et l'interconnexion électrique des pays de la CEMAC.
ou encore la diversification des économies à travers notamment la mise en place de structures industrielles. Les ressources nécessaires seront mobilisées à la faveur d'une table ronde des investisseurs et partenaires au développement qui sera organisée au mois de juillet 2020. Déjà, 255 milliards de francs CFA sur les 2800 milliards de francs CFA escomptés sont d'ores et déjà disponibles au titre de la contrepartie des États. Reste donc à mobiliser plus de 2500 milliards de francs CFA. Rendons-nous à présent en Angola où l'Union européenne a octroyé 12 millions d'euros en faveur d'un programme de renforcement de la chaîne de valeur du café. Prévue pour durer 5 ans, cette initiative vise à améliorer la qualité et le processus de certification du café, ainsi que la contribution de la fève à l'économie locale. Elle devrait également renforcer la collaboration entre les organisations comme l'Institut national du café, l'Agence de promotion des investissements et des exportations et les autres acteurs privés de la chaîne de valeur. Le soutien de l'Union européenne s'inscrit dans le cadre du programme relatif à l'appui de la production, la promotion des exportations et la substitution des importations. L'Angola, il faut le souligner, projette une récolte de 50 000 tonnes de café d'ici 2022. Dernière destination de ce journal de l'économie, le Burkina Faso, pour nous intéresser à la dette extérieure de ce pays. C'est dans un court instant avec notre chroniqueur Casimir Pédior. Bonjour à vous, Casimir, et bienvenue. Merci, bonjour Inès. Vous nous emmenez, comme je l'ai dit, au Burkina Faso. La Banque mondiale est le plus gros prêteur de ce pays. C'est bien ça, Inès, dans le portefeuille donc, de la dette extérieure. Je précise bien qu'il s'agit de la dette extérieure, c'est-à-dire la dette publique hors donc, dette domestique. Il s'est fait que c'est la Banque mondiale, donc l'institution de Bretton Woods, qui a le plus donc, fourni en termes donc, de prestations au Burkina Faso, soit au total 41 153,15 milliards donc, de francs CFA cumulés donc, au 31 décembre 2017. En tout cas, c'est les différentes directions, voilà, pays qui l'ont sorti en termes donc de recommandations, en termes de transparence, en termes de publication donc des comptes au niveau de ce pays-là. Au-delà de ça, on retrouve donc dans le cadre de la coopération bilatérale la France qui vient en deuxième position donc de la dette extérieure avec 30 milliards 485 millions 33, et quelques donc pouces, enfin, francs CFA en termes donc de dette extérieure toujours. Le troisième donc de ce portefeuille-là, c'est la Banque africaine de développement avec un peu moins de 30 milliards donc, pour ce pays-là. C'est la cagnotte aujourd'hui dont le Burkina Faso s'est servi entre donc 2017 et 2019 pour impacter la vie économique, mais aussi la vie sociale donc, des Burkinabés, même si beaucoup de choses restent à dire sur donc, ce à quoi a servi donc, cette cagnotte financière. Alors, en attendant de nous intéresser à ce à quoi ça a servi, comment expliquez-vous le fait que ce soit la Banque mondiale qui soit le plus gros prêteur du Burkina Faso ? Merci pour la pertinence de la question. Ceci peut paraître donc comme l'effort des partenaires techniques et financiers, notamment des institutions de Bretton Woods, à financer. Vous me demanderez certainement si les autres également n'ont pas envie de financer. Et oui, les recommandations donc issues des différentes études, des différentes missions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale après 2014 ont sonné désormais comme un défi majeur au niveau de ce pays-là. En effet, le gouvernement donc issu de la transition, issu donc de la crise politique, a décidé donc de porter les choses de façon beaucoup plus transparente. Le Burkina Faso s'est mis au travail. La transparence budgétaire, mais aussi la réduction donc du train de vie de l'État a sonné au soir donc de cette crise politique-là comme le défi majeur de ce gouvernement, et ceci a donc reçu l'assentiment du Fonds monétaire international et surtout de la Banque mondiale.
car le Burkina Faso a reçu de très bonnes notes ces 10 dernières années en ce qui concerne donc le Doing Business et les autres classements qui viennent donc appuyer les efforts de Kaboré et donc de son équipe, ce qui peut justifier, je dis bien ce qui peut justifier donc l'accompagnement, enfin l'attention toute particulière de l'institution de Bretton Woods. Mais au-delà de ça, il y a d'autres indicateurs tels que par exemple la croissance du produit intérieur brut qui donne au Burkina Faso une moyenne de 5,2% pour les 10 dernières années, ce qui véritablement montre aux partenaires techniques et financiers que le pays veut travailler, surtout travailler sur les facteurs comme l'agriculture, enfin sur les sous-secteurs comme l'agriculture, comme l'extraction minière, surtout l'or au niveau de ce pays-là. Le Burkina Faso qui a tenu durant longtemps donc la place de deuxième en termes de production agricole, surtout le produit de rente, le coton. Je crois que c'est ces indicateurs-là qui ont séduit donc les partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale, qui ont donc mis la main à la pâte, enfin à la poche, pour pouvoir financer à hauteur donc de 41 153, je le précise, milliards de francs CFA, donc l'aide au niveau donc de ce pays-là. Concrètement, est-ce que cette cagnotte a changé quelque chose dans la vie des Burkinabés? Pas trop. Contraste pour contraste, selon donc le rapport, selon les analyses donc des économistes, ça n'a pas changé la vie des Burkinabés. En effet, la cagnotte donc voulue par le pays en termes donc de dette extérieure a beaucoup plus servi aux projets à fort potentiel donc de contribution à la croissance économique. Donc le pays s'est beaucoup plus appesanti sur le produit intérieur brut, sur l'évolution, la croissance donc du produit intérieur brut. Or, la croissance donc au niveau du PIB ne s'est pas ressentie au niveau du panier de la ménagère, au niveau donc de l'indice de développement humain. Donc le Burkina Faso peine aujourd'hui à donner un mieux-être à sa population. D'ailleurs, l'Institut national de la statistique et de la démographie affiche donc un taux de pauvreté des plus élevés ces 10 dernières années au niveau du pays. On parle de 40,1% sur le plan national et de 47% en milieu rural, ce qui montre véritablement que la croissance, l'aide au développement et aussi les prêts, les différents prêts au niveau du pays et même la dette publique tout entière évaluée à 3 360 milliards de francs CFA en 2019 n'a pas pu grand-chose au niveau donc du pays. Il va falloir que le Burkina Faso relève le défi donc de la lutte contre la pauvreté, contre donc la misère au niveau de ce pays-là, pour que véritablement la croissance et l'indice de développement humain durable soient donc les choses les mieux partagées au niveau de ce pays-là. Merci à vous, Kazmi Pédian, et à bientôt. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'équipe vendredi à la même heure.